Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la manière d'interpréter une des deux révolutions scientifiques du XXe siècle, qui est la relativité générale, correspondant au formalisme mathématique permettant de décrire la gravitation. Comme toujours, avant de répondre à la question quelle interprétation de la relativité générale décrit le réel, il est important de rappeler que ce n'est pas parce qu'il y a une question qu'il y a une réponse. En l'occurrence, ce n'est pas parce que l'on cherche la bonne interprétation de la relativité générale que cette interprétation existe. Si vous vous rappelez du débat autour du réalisme scientifique, il existe l'anti-réalisme scientifique, disant que les modèles scientifiques ne sont que des outils prédictifs et en aucun cas des modèles explicatifs du réel. Mais nous sommes là pour chercher à interpréter la relativité générale, donc c'est ce que nous allons faire. Dans cette vidéo, nous ne traiterons pas de la fameuse formule E égale mc2 qui a été analysée dans la vidéo sur la théorie quantique des champs. La relativité galiléenne est la première théorie permettant de traiter le changement de référentiel. Si je vois le monde d'une certaine manière, la question est de quelle manière voit le monde mon voisin qui marche à côté de moi. Dans le cadre de cette théorie, si mon voisin marche à vitesse constante, alors les lois de la mécanique doivent être les mêmes. Pour ce faire, Galilée postule des transformations les plus simples possibles, où les vitesses s'additionnent classiquement. La relativité restreinte est née de la volonté de rendre le changement de référentiel cohérent avec les lois de l'électromagnétisme. En le faisant, on remarque que la vitesse de la lumière dans le vide devient une donnée cruciale pour décrire la structure de l'espace-temps. C'est la vitesse maximale qu'il est impossible à dépasser. Cela a des conséquences extrêmement fortes, qui sont d'une part que l'information ne peut pas aller plus vite que la lumière, et d'une autre part que les vitesses relatives ne s'ajoutent pas. Par exemple, si un train se déplace et que dans le train une personne marche, la vitesse du passager par rapport à moi hors du train n'est pas exactement la somme de la vitesse du train par rapport à moi plus la vitesse du passager par rapport au train. En pratique, la différence est faible, mais dans certains contextes, la différence peut être énorme. Trois implications contre-intuitives de la relativité restreinte sont les relativités des durées, des longueurs et de la simultanéité. Ce qui signifie par exemple que si vous mesurez une certaine durée entre deux événements, par exemple entre deux claquements de mains, une autre personne dans un autre référentiel pourra mesurer une durée différente sans contradiction. Or, si la réponse à une question du type quelle était la durée entre ces deux événements admet deux réponses différentes sans contradiction, alors c'est que physiquement il n'y a pas une durée objective entre les deux événements. De la même manière, il est possible de mesurer des longueurs différentes pour le même objet physique, ce qui signifie que physiquement la longueur de l'objet n'existe pas. Pour la relativité de la simultanéité, si dans un référentiel deux événements A et B sont en même temps, alors il existe des référentiels où c'est A qui est avant et d'autres où c'est B. Donc dans l'absolu, dire que deux événements se sont déroulés au même moment n'a aucun sens. Cette situation est possible quand les deux événements sont causalement disjoints, c'est-à-dire qu'aucun n'est dans le cône de lumière de l'autre. Si l'un est la cause de l'autre, alors dans tous les référentiels, c'est la cause qui se déroulera avant. En ajoutant en plus la théorie quantique des champs, on peut montrer la relativité du nombre de particules en fonction de l'accélération. Le nombre de particules dans une pièce dépend de l'accélération de l'observateur, ce qui signifie que ce n'est pas une donnée physique. Ces différentes données relatives à l'observateur nous montrent qu'il existe bon nombre de paramètres qui nous semblent physiques et objectifs mais qui finalement sont relatifs. Ces idées sont tellement contre-intuitives qu'il existe beaucoup de paradoxes liés à la relativité restreinte, mais ces paradoxes ne sont pas des contradictions montrant l'incohérence de la relativité restreinte. Une chose très importante en relativité restreinte, qui est pour moi la leçon la plus folle de cette théorie, est que lors d'un changement de référentiel, le temps et l'espace se mélangent, ce qui signifie que fondamentalement, il n'y a pas de différence entre le temps et l'espace. Ce qui est du temps dans un référentiel peut devenir de l'espace dans un autre. Par exemple, dans le cadre de la relativité restreinte, tout le monde va à la vitesse de la lumière, mais une partie de cette vitesse se fait dans la direction du temps et une autre dans la direction de l'espace. C'est ce procédé qui explique la dilatation du temps. Lorsque ma vitesse spatiale augmente, ma vitesse temporelle diminue. Le cas extrême correspond à la lumière qui est à la vitesse de la lumière dans l'espace, ce qui signifie que sa vitesse temporelle est nulle. Le temps ne s'écoule pas pour un photon. Le fait que fondamentalement l'espace et le temps représentent la même chose crée une grammaire du réel qui doit respecter la relativité restreinte. D'après la relativité restreinte, la plupart des formules sont fausses car elles ne respectent pas l'équivalence espace-temps, autrement dit l'invariance de Lorentz. C'est-à-dire qu'elles traitent l'espace et le temps de manière différente. Par exemple, l'équation d'onde de D'Alembert traite l'espace et le temps de la même manière avec des dérivées secondes pour les deux. A contrario, l'équation de Schrödinger est fausse, car il y a une dérivée simple par rapport au temps et une dérivée double par rapport à l'espace, ce qui traite clairement l'espace et le temps de manière différente. C'est pour cela que dans la théorie quantique des champs, où l'on utilise la relativité restreinte, les équations des particules ne sont pas les mêmes. Mais le fait que l'équation de Schrödinger soit fausse n'est pas très grave,
car c'est une très bonne approximation et dans certains cas, on peut faire des corrections pour prendre en compte certains effets relativistes. Ce qui est important à remarquer est que la relativité restreinte devient un maître du jeu. Si j'invente une équation physique, sans faire la moindre expérience physique, il est possible de juger si elle est fausse, dans le cas où l'espace et le temps sont traités de manière différente. La relativité restreinte correspond au cas d'un espace-temps plat, c'est-à-dire sans gravité. Le problème avec les espaces courbes de la relativité générale est que l'on ne peut pas parler facilement d'objets lointains. Par exemple, comparer des vitesses vectorielles sur une sphère ne peut se faire que sur le même point, car il faut avoir le même plan tangent. Cela ne posait pas de problème en relativité restreinte parlant d'un espace plat, car tous les points ont le même plan tangent. Mais dans un espace courbe, on ne peut comparer que des événements proches, ce qui fait que la théorie est locale. Ce fait seul n'est pas troublant, mais en mécanique quantique, les effets d'intrication montrent que le monde quantique n'est pas local. Ceci est une des nombreuses raisons faisant qu'il est extrêmement difficile de construire une théorie satisfaisante de la gravité quantique. Je vais maintenant vous expliquer une des différences fondamentales entre la gravitation universelle de Newton et la relativité générale d'Einstein. Dans la gravitation universelle, les objets s'attirent à distance par une force gravitationnelle. Cette vision presque magique est tellement difficile à concevoir que Newton disait que tout se passe comme s'il y avait une force, sans affirmer l'existence de cette force. Alors que dans la relativité générale, les effets gravitationnels deviennent beaucoup plus limpides. Il n'y a pas une mystérieuse force entre deux objets massifs, mais chaque objet massif déforme l'espace-temps et il se déplace le plus droit possible dans cet espace-temps déformé. Pour prendre une comparaison qui a ses limites comme toute comparaison, c'est comme si vous mettez deux billes sur un drap tendu. Elles ne vont pas se rapprocher parce qu'il existe une mystérieuse force entre elles, mais elles vont se rapprocher parce qu'elles déforment le drap. Et dans cette image, les géodésiques correspondent à aller vers le bas. De plus, cette vision est nécessaire pour ne pas avoir de l'information allant plus vite que la lumière. L'information gravitationnelle est transmise par ondes gravitationnelles qui vont à la vitesse de la lumière. L'équation fondamentale de la relativité générale est celle d'Einstein. C'est une équation sur la métrique petit g mu nu, une métrique correspondant à un objet permettant de mesurer la distance entre deux points, ce qui est nécessaire pour trouver le plus court chemin, appelé géodésique, qui correspond à la trajectoire physique. Il est d'usage de considérer que cette équation est très élégante car elle est très courte et signifie beaucoup. Mais elle est très courte parce que nous avons des notations utiles. Si nous voulons écrire l'équation sans raccourci, nous trouvons cette équation qui est tout de suite moins élégante. Je ne vais pas l'expliquer en détail, mais juste l'important. La quantité grand G mu nu correspond à la dynamique de l'espace-temps, ce qui à la fois témoigne du fait que l'espace et le temps sont deux quantités totalement liées, comme en relativité restreinte, mais aussi que l'espace-temps est dynamique. Ce n'est plus comme en mécanique newtonienne, un cadre statique donné a priori comme dirait Kant. La deuxième quantité importante est le tenseur T mu nu, qui correspond à l'énergie dans l'espace-temps. Cela peut être de la matière ou du rayonnement. Donc cette équation fait le lien entre le contenant et le contenu, c'est-à-dire entre l'espace-temps et la matière, ce qui est révolutionnaire. La scène devient un acteur. Le contenu impose à l'espace-temps d'avoir une courbure, cette courbure impose les trajectoires du contenu. Il y a par conséquent une action cyclique entre le contenant et le contenu par des boucles de rétroaction. De plus, dans cette équation, il y a une constante notée lambda qui apparaît. Elle est appelée constante cosmologique. Elle représente l'énergie sombre. Cependant, aujourd'hui elle est peu comprise, donc je préfère ne pas l'analyser dans cette vidéo. Pour conclure, nous avons vu dans cette vidéo qu'au contraire de la mécanique quantique, la relativité générale, bien qu'elle soit aussi révolutionnaire autant sur les prédictions que sur les changements de vision du monde qu'elle nous donne, c'est une théorie extrêmement claire à interpréter. Autrement dit, c'est le cas d'école du réalisme scientifique.